Nous reprenons nos travaux et nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans les cadres des auditions de la mission d'information relative à l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Madame la ministre, nous vous remercions de vous être rendue disponible pour éclairer les travaux de notre commission sur ce sujet d'une actualité malheureusement aussi brûlante qu'inquiétante et qui connaît de nouveaux développements depuis quelques semaines en marge de la mobilisation pro-palestinienne sur les campus. Face à l'urgence de la situation, les deux rapporteurs désignés par notre commission, Bernard Fialaire et Pierre-Antoine Lévy, ont travaillé extrêmement vite puisqu'ils ont conduit 17 auditions depuis le 10 avril dernier, la plupart sous la forme de tables rondes, ce qui leur a permis de rencontrer la grande majorité des acteurs concernés par le sujet, des présidents d'université aux ministres et à la DILCRA, en passant par les associations étudiantes, les référents racisme et antisémitisme des universités, les instituts d'études politiques ou encore le réseau de recherche à l'armée. Ces entretiens s'achèveront à la fin de la semaine, demain, pour être précis, avec l'audition de la procureure générale près de la Cour d'appel de Paris, cet après-midi, et des représentants des différentes institutions juives demain matin, après quoi nos rapporteurs nous présenteront leurs conclusions avant la fin de la session, à temps donc pour la prochaine rentrée universitaire. Nous constatons avec soulagement que depuis la première audition conduite au Sénat sur ce thème, le 10 avril, le gouvernement s'est également emparé du sujet. Madame la ministre, vous avez en effet annoncé le 2 mai dernier, à l'occasion d'une intervention devant les membres du conseil d'administration de France Université, plusieurs mesures visant à mieux suivre d'une part et à mieux prévenir d'autre part les actes antisémites au sein des établissements universitaires. Le 6 mai, c'est ensuite la ministre de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, qui a lancé les assises de la lutte contre l'antisémitisme visant à faire reculer le phénomène dans l'ensemble de la société. Si ces différentes annonces témoignent d'une prise de conscience partagée, que bien sûr nous saluons, nous avons besoin cependant de comprendre la portée opérationnelle de ces mesures. Nous avons en effet pu constater au cours de nos différentes auditions sur le sujet, et les rapporteurs en feront certainement écho, que le hiatus est parfois grand entre les condamnations de principe de l'antisémitisme et les actions réellement mises en œuvre, ce qui conduit notamment à de fortes variations dans le traitement des actes antisémites par les différents établissements de l'enseignement supérieur. Madame la ministre, je vais vous céder la parole pour un propos liminaire et des premières réponses à ces observations, après quoi, bien sûr, mes collègues et en premier lieu les deux rapporteurs de notre mission, ainsi que Stéphane Piednoir, rapporteur des crédits budgétaires de l'enseignement supérieur, vous poseront une première série de questions et bien sûr, toutes celles et tous ceux qui souhaitent intervenir pourront le faire dans un deuxième temps. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Dans un premier temps, tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour cette opportunité qui m'est donnée en particulier de pouvoir d'abord vous exposer à vous, à votre commission et de manière approfondie et de prendre ce temps nécessaire, cette démarche du ministère dans la lutte contre l'antisémitisme, vous l'avez dit, et dans un moment de recrudescence de ce fléau, de tentatives d'importation aussi d'un conflit international au cœur de nos campus. Certaines des choses que je dirai ici devant vous, je les ai déjà dites effectivement dans un cadre plus restreint du conseil d'administration de France Université le 2 mai dernier. Alors pouvoir les réaffirmer ici, c'est important et je le ferai avec force devant vous et dans le cadre effectivement des travaux menés par le Sénat. C'est une opportunité que je saisis et je la saisis avec gravité et aussi responsabilité. Alors depuis plusieurs semaines, des revendications se sont effectivement exprimées de plus en plus radicales sur nos campus, ne permettant pas en particulier le dialogue qui est à la base aussi de nos campus universitaires. Ce mouvement, partant des États-Unis en particulier, s'étend sur la planète, aussi bien en Europe, en Australie, en Inde, pouvant même conduire à des affrontements entre groupes d'étudiants, comme nous l'avons vu dernièrement à Los Angeles. Par-delà les revendications, ce sont surtout les modes d'action qui ont connu une escalade, ce que je condamne fermement.
Alors c'est une petite minorité d'étudiants et cette petite minorité d'étudiants ne peut pas bloquer une majorité d'étudiants et faire régner ce climat de peur, voire de violence, par des propos et des gestes inacceptables, d'autant quand on leur propose un cadre de débat respectueux où la liberté d'expression doit se conjuguer et se conjugue avec les valeurs universitaires, le respect de la loi et bien sûr les principes de la République. Alors d'abord, permettez-moi de vous rappeler quelques évidences. Tout d'abord, la ligne de fermeté absolue que je porte et que j'ai eu l'occasion de rappeler lors d'autres exercices parlementaires, par exemple comme les QAG. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et pour nous, c'est tolérance zéro. Alors je tiens également à exprimer tout d'abord ma compassion évidente, mais aussi mon soutien absolu à tous les étudiants, et en particulier aux étudiants juifs victimes d'actes ou de propos abjects, ou qui se sentent aussi ostracisés. Aucun étudiant ne doit penser qu'il n'a pas sa place au sein de nos établissements. Tous nos efforts visent à ce qu'il puisse y étudier sereinement, sans jamais y être inquiété. Avoir à le rappeler, je le dis franchement, m'attriste. Nous ne devrions pas avoir à rappeler qu'un étudiant ne doit pas être inquiété, en particulier parce qu'il est juif. J'aurais aimé que ce fléau reste comme la tache indélébile des heures les plus sombres de notre histoire, et pas de notre actualité récente. Face à la montée de l'antisémitisme, nous devons effectivement être implacables. Alors un mot tout d'abord sur les mobilisations au sein de certaines de nos universités, de nos établissements, tout particulièrement Sciences Po, ses campus délocalisés ou bien encore les IEP. La position que je tiens à réaffirmer devant vous, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, elle est simple, elle est claire et elle dit « le débat c'est oui, le blocage c'est non ». Dit autrement, le débat et la liberté d'expression, oui, et c'est même une des vocations des universités. Mais cela n'autorise pas tout, et les blocages et les intimidations, c'est effectivement non. Et encore moins l'incitation à la haine, ou bien encore l'appel à l'insurrection. Alors pour cela, j'ai deux priorités. La première, que les étudiants puissent étudier, et étudier dans de bonnes conditions, et que le cadre démocratique et républicain soit respecté. Et ces deux priorités doivent être respectées et appliquées en même temps. Ce sont ces deux principes qui ont guidé et qui continuent de guider mon action face aux événements récents, dans le respect bien sûr de l'autonomie des établissements. Ceci étant rappelé, je vous propose tout d'abord un bilan rapide des derniers événements sur les campus. Les examens ont eu lieu et ont toujours lieu sans perturbation majeure. Des centres d'examen de substitution, dont la sécurisation a été renforcée, ont été déployés dans les rares cas où cela a été nécessaire. Lorsque des blocages ou des occupations ont eu lieu, ils n'ont, à quelques exceptions près que je condamne avec la plus grande fermeté, pas donné lieu à de violences physiques, même si bien sûr tout acte de violence est un acte de trop. Je voudrais rappeler les deux actes à Strasbourg contre des étudiants juifs, les actes à Lille avec le collectif Golem récemment, ou aussi au niveau de la Sorbonne il y a quelques semaines. Des débats sereins et apaisés ont pu se tenir une fois que le cadre a été redonné pour tout le monde entre fin avril et début mai. Et cela me tient particulièrement à cœur et nous continuons à y travailler avec France Universités. Depuis le 27 avril, c'est une trentaine d'interventions proportionnées mais nécessaires des forces de l'ordre qui ont eu lieu pour permettre à l'université de retrouver son cadre de fonctionnement normal et aux examens de se tenir. Ces interventions ont lieu, je le rappelle, sur réquisition du président d'université lorsque le mouvement survient à l'intérieur de l'établissement ou sur décision du préfet lorsque le trouble est constitué sur la voie publique, notamment aux abords du campus. Et aucune occupation ne s'est établie durablement. Alors face aux mobilisations, il est important de rappeler ce que doit être l'université, ce qui peut et doit s'y passer, mais aussi ce qui ne peut pas et ne doit pas s'y passer.
Il est nécessaire de redire ce qu'est l'université et ce que nous voulons pour nos étudiants, nos enseignants, nos chercheurs, l'ensemble des personnels de l'université, et je dirais de l'université avec un grand U. Parce que les polémiques du moment semblent aussi détourner tout un chacun de cette évidence, je veux rappeler le rôle fondamental de l'université. C'est la construction et la transmission des savoirs. Tout le reste, je dis bien tout le reste, ne peut s'apprécier qu'à l'aune du respect de cette identité première de nos établissements. Et pour cela, pour accomplir sa mission, l'université a besoin d'un cadre apaisé, de pouvoir fonctionner sereinement, et donc de démocratie, mais aussi de pluralité et de neutralité. C'est pour cette raison que je refuse qu'elle soit instrumentalisée à des fins politiques. Parce que oui, certains irresponsables politiques soufflent sur les braises. Ils instrumentalisent le conflit, utilisent les étudiants, appellent au soulèvement ou à l'insurrection. La surenchère, l'outrance ne font pas de bien à notre démocratie. Il en va des principes fondamentaux de notre République et de l'image de la France dans le monde. Mais pour que ce modèle fonctionne, il faut que chacun s'y sente à sa place. Et c'est tout le sens du plan que mon ministère renforce depuis plusieurs mois pour lutter contre l'antisémitisme et réappréhender dans sa spécificité historique et contemporaine. En plus d'être pleinement partie prenante du plan interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, lancé en 2023, mon ministère développe les actions suivantes. Dès le 9 octobre, j'ai rappelé dans un courrier à tous les présidents d'université le principe de tolérance zéro et de grande fermeté face aux actes et aux propos antisémites. Nous avons mis en place un dispositif de suivi des signalements d'actes en lien avec la situation au Proche-Orient dans les universités, qui comprennent les actes ou les propos antisémites, et aussi les manifestations en faveur de Gaza susceptibles de constituer des troubles à l'ordre public. Ainsi, dès le 9 octobre, un suivi ad hoc a été mis en place. À date, ce sont 244 faits qui ont été remontés, dont 214 manifestations individuelles ou collectives favorables à la Palestine susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public et 30 actes de type inscription, menaces, violences antisémites ou apologie du terrorisme et du nazisme. À noter, toute manifestation pro-palestinienne est ainsi recensée. Il faut donc prendre des précautions avec ce chiffre élevé. Nous poursuivons la structuration du réseau des référents racisme et antisémitisme. Je les ai réunis en octobre 2023 et j'ai pris une circulaire en janvier 2024 qui précise le cadre de leur action et de leur mission pour les rendre à la fois plus visibles, plus incontournables et au plus proche des gouvernances des établissements. L'animation du réseau se poursuit et les référents seront réunis à nouveau par mon cabinet avant l'été. Via les rectorats de région, nous recensons toutes les sections disciplinaires sur l'antisémitisme déclenchées depuis le 7 octobre et leurs décisions. Pour mémoire, le Code de l'éducation prévoit que le recteur de région académique doit être informé par l'université de l'ouverture d'une procédure par une section disciplinaire, mais aussi de sa décision, et c'est ainsi que 76 actes antisémites ont été signalés, dont 17 font ou ont fait l'objet d'une enquête administrative suivie de l'enclenchement d'une procédure disciplinaire, 9 d'un dépôt de plainte, 11 d'un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Nous poursuivons également les travaux qui visent à la mise en place et à la rentrée d'un nouveau système de signalement dans l'application Dialogue, une application déjà utilisée par les établissements de l'enseignement supérieur. Cela permettra d'opérer un suivi de bout en bout de la chaîne entre la survenue de l'acte et son dénouement disciplinaire et ou judiciaire dans un système d'information unifié, accessible aux gouvernances des universités ainsi qu'au rectorat et à l'administration centrale. Grâce à ce nouveau traitement, nous pourrons suivre régulièrement combien d'actes ont été signalés, combien ont fait l'objet d'une saisine disciplinaire et ou de suites judiciaires.
J'ai demandé à France Universités de me transmettre d'ici le début de l'été une liste d'établissements volontaires bêta-testeurs de cette nouvelle procédure. Dans l'intervalle, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année universitaire, j'ai redemandé aux chefs d'établissement de procéder scrupuleusement aux transmissions d'informations prévues par le Code au moyen des procédures actuelles. Elles seront consolidées par le ministère pour disposer d'une vue d'ensemble. Nous renforçons également la formation des présidents nouvellement élus, qui sera aussi ouverte, bien sûr, aux présidents déjà en responsabilité. Formation dans laquelle figurera un module spécifique à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, à la prévention des discriminations et à l'ensemble des enjeux de société auxquels les chefs d'établissement sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai également présenté devant France Universités la possibilité de mettre en place une formation obligatoire à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme des responsables d'associations, comme condition de leur agrément ou de leur subvention par les universités. Ce travail juridique et opérationnel est en cours d'instruction. Dans un esprit proche, nous travaillons aussi au développement de partenariats avec des associations du champ citoyen et mémoriel, par exemple celles qui transmettent la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, mais pas uniquement, et permettant d'envisager des actions communes entre les deux écosystèmes dans la sensibilisation des étudiants à la lutte contre l'antisémitisme. Je forme le vœu que les établissements et les rectorats développent à leur tour de telles conventions, mais ceci à l'échelle territoriale. Enfin, pour renforcer nos argumentaires en matière de réponse aux revendications de suspension des coopérations universitaires dans le cadre des conflits internationaux, j'ai saisi le collège de déontologie. Je lui ai demandé de préciser dans quel cadre s'inscrit, au regard des principes déontologiques des codes de la recherche, de l'éducation et de la fonction publique, la coopération scientifique et technologique internationale, si essentielle pour nos universités, dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation, et qu'il puisse également proposer des repères et des lignes dont les établissements pourront se saisir pour définir leur propre stratégie de collaboration. En complément, j'attends que le collège rappelle le rôle et la place de l'université dans l'organisation des débats publics et précise dans quel cadre ils doivent s'inscrire, tout en garantissant la pluralité et la liberté d'expression, en accord avec ses missions et dans le respect des personnes et des idées de chacun. Alors, mesdames et messieurs les sénateurs, la lutte contre l'antisémitisme est effectivement l'affaire de tous. C'est un combat collectif que nous devons mener pour que cesse ce climat de peur aux relents abjects et de sinistre mémoire dans notre histoire nationale. Votre commission a décidé de s'emparer de ce sujet important qui doit tous nous réunir et je vous en remercie sincèrement. Vos travaux viendront utilement nourrir nos réflexions sur les actions à mettre en place pour continuer à lutter efficacement contre ce poison qu'est l'antisémitisme. Au chef d'établissement devant lequel je me suis exprimée le 2 mai et à qui j'ai demandé d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour garantir le retour au calme, le bon déroulé des examens, j'ai rappelé aussi le cadre de liberté et de responsabilité qui doit permettre à l'université de remplir sa mission. J'ai également cité devant eux un article du doyen Vedel, grande figure s'il en est, de l'université de Sciences Po, datant de 1970, qui rappelle, je le cite, « La plus sûre manière d'assassiner une liberté est d'en donner une image absurde ». Je leur ai aussi rappelé qu'il nous appartenait collectivement de ne pas tomber dans le piège et de renforcer nos outils et leviers d'action pour lutter fermement, mais aussi efficacement, contre l'antisémitisme dans le cadre de l'autonomie de nos établissements. Pour que l'université reste ce lieu du débat apaisé qu'elle doit être, où chacun doit pouvoir étudier sereinement et sérieusement, sans jamais être inquiété en raison de sa religion, réelle ou supposée, nous devons agir et nous agissons. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Première question de nos rapporteurs, c'est Pierre-Antoine Lévy qui commence. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour cet exposé. Les nombreuses auditions que nous avons conduites ont fait ressortir en clair un clair problème de mesure des actes antisémites dans l'enseignement supérieur. Nous partageons donc le constat que vous venez d'exprimer. Les récents incidents, notamment à Sciences Po Paris et leur campus délocalisé, sont des exemples frappants de cette réalité inquiétante.
Faute de dispositifs de suivi adaptés et unifiés, faute également d'une bonne identification par les étudiants des référents pourtant présents dans la plupart des établissements, et en raison enfin de la réticence de nombreux étudiants juifs à se tourner vers les institutions universitaires face aux actes dont ils sont victimes, la plupart des dirigeants que nous avons rencontrés n'ont pu que reconnaître avec beaucoup d'honnêteté qu'ils n'avaient qu'une vision très partielle du phénomène dans leurs établissements. En témoigne l'immense décalage entre les faits recensés par France Université et votre ministère et les résultats du sondage réalisé par l'IFOP à la demande de l'UEJF en septembre 2023, quelques jours avant les attentats du 7 octobre, qui présente certes des problèmes de méthode en raison notamment de la petite taille de l'échantillon interrogé, mais qui permet, en tout état de cause, d'établir le terrible constat d'un sentiment d'insécurité partagé par de nombreux étudiants juifs. Je vous rappelle que lors de ce sondage, 91% des étudiants ciblés juifs annonçaient avoir été victimes de faits antisémites. Or, pour agir efficacement contre un phénomène, il faut en avoir une vision claire. Et paradoxalement, on ne pourra considérer que le combat est véritablement enclenché que lorsque les remontées des actes antisémites par les établissements seront plus étoffées, car ils témoigneront alors d'un meilleur suivi par les établissements et d'une plus forte propension des étudiants juifs à dénoncer en toute confiance les agissements dont ils sont victimes. Il est impératif de prendre des mesures concrètes et immédiates pour protéger nos étudiants et garantir un environnement respectueux et sécurisé. Il est essentiel de restaurer la confiance des étudiants juifs envers leurs établissements et de s'assurer que ceux-ci puissent se concentrer sur leurs études sans crainte pour leur sécurité ou leur bien-être. C'est donc dans ce contexte très préoccupant, Madame la Ministre, que nous avons besoin de réponses claires et d'actions déterminées de votre part. Pourriez-vous donc, sur une première question, nous présenter plus avant les actions que vous entendez mettre en œuvre pour parvenir à une meilleure évaluation quantitative des actes antisémites dans les établissements? Au-delà du déploiement du système de signalement dialogue, comment comptez-vous améliorer la détection des cas d'antisémitisme par les personnels et mettre fin à l'autocensure dont font trop souvent preuve les étudiants juifs? Bon, notre deuxième question est liée un peu à la précédente. Nos travaux nous ont permis de mettre en évidence une difficulté grave dans la définition même des actes antisémites, face à laquelle de nombreux chefs d'établissement nous ont confié se trouver démunis. Alors que de nombreux étudiants se mobilisent et prennent position sur le conflit israélo-palestinien, il n'est de fait pas toujours aisé de départager ce qui relève de l'expression politique et d'un antisémitisme que je qualifierais d'opportunité, notamment face à des slogans importés des campus américains. Ces difficultés de qualification conduisent par ailleurs à des différences d'appréciation fortes entre les chefs d'établissement face à des situations comparables, ce qui fonde une inégalité de traitement des actes antisémites selon nous inacceptable au sein de notre système d'enseignement supérieur. Alors, comment aider les chefs d'établissement à qualifier les actes qui se déroulent en leur sein? Des instructions seront-elles diffusées par vos services? Sur ce sujet, travaillez-vous en lien avec le ministère de la Justice? Et comment rappeler ce qu'est la liberté académique qui s'applique à un enseignement et pas à un établissement, ainsi que la liberté d'expression qui engage la responsabilité des organisateurs des débats comme de ceux qui s'y expriment? Une autre question, Madame la Ministre, divise les chefs d'établissement que nous avons entendus, celle du traitement à réserver aux actes antisémites survenant en dehors du cadre universitaire strict, c'est-à-dire en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des messageries privées, comme cela arrive malheureusement très souvent, ou dans le cadre privé, lors de soirées étudiantes, organisées en dehors de campus notamment. Face à des situations très proches, certains dirigeants s'abritent derrière le caractère privé du contexte et choisissent de ne pas intervenir, tandis que d'autres activent des leviers juridiques semblent-ils efficaces pour saisir la justice. Quelles sont les consignes de votre ministère sur ce point? Envisagez-vous la diffusion d'un guide pratique permettant de guider les chefs d'établissement dans l'appréhension de telles situations? Et enfin, la lutte contre l'antisémitisme dans les établissements d'enseignement supérieur repose aujourd'hui principalement sur l'action des référents racisme et antisémitisme, dont la présence n'est cependant pas obligatoire dans tous les établissements et dont les conditions d'intervention ne sont pas homogènes. Nous avons deux interrogations à ce sujet. En premier lieu, ici encore, dans le but de parvenir à une réponse unifiée des établissements, envisagez-vous d'harmoniser ce dispositif dans l'ensemble des établissements? Nous pensons ici non seulement à la présence de ces référents, mais aussi à leur statut, à leur décharge horaire, à leur rémunération éventuellement,
et à leur formation, bien entendu, et aussi, surtout, peut-être à leur visibilité. Une question d'ailleurs, est-ce qu'il y a une forme de banalisation maintenant de l'inscription enseignement supérieur, voire même de la rentrée, puisque même parfois les inscriptions se font en ligne, alors que ça pourrait être un moment important pour rappeler certaines valeurs. Certains établissements le font, d'ailleurs une journée pour rappeler quelles sont les valeurs, quelles sont les règles. Peut-être aussi d'ailleurs dans une mission précédente, on a travaillé sur la CVEC et on s'aperçoit qu'il y a très peu d'informations qui passent auprès des nouveaux étudiants, et de même peut-être s'inquiéter sur de la santé des étudiants, dont on voit que c'est un problème. Et en second lieu, quelle place l'antisémitisme doit-il, selon vous, occuper dans l'arsenal des mesures de lutte contre les discriminations dans l'enseignement supérieur? Faut-il l'aborder parmi les autres discriminations que sont le racisme et le sexisme, avec l'avantage d'un dispositif plus puissant, mais au risque d'une invisibilisation de la lutte contre l'antisémitisme derrière d'autres priorités, notamment les VSS? Ou existe-t-il, selon vous, une originalité du phénomène qui doit justifier un traitement particulier? Alors on nous dit que c'est peut-être pas, que ce serait contraire au droit constitutionnel de séparer, et qui éviterait aussi peut-être une stigmatisation. Les différents interlocuteurs auxquels nous avons posé la question sont montrés ici encore divisés sur le sujet, ce qui témoigne sans doute plus globalement d'une certaine urgence, Madame la Ministre, pour la diffusion par vos services de consignes claires et unifiées. Pour terminer les questions des rapporteurs, je vais donner la parole également à Stéphane Piennoir, notre rapporteur budgétaire. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. D'abord, merci pour vos propos liminaires qui montrent bien que le ministère, non seulement plus que prendre conscience, prend la mesure, prend en compte les perturbations, les blocages, vous l'avez dit, qui sont le fait d'une petite minorité d'agissements, de bloqueurs dans nos campus. Je fais référence évidemment à Sciences Po et aussi à l'École normale supérieure. J'ai quelques questions vraiment pratico-pratiques pour viser à juguler ces phénomènes. D'abord, le maintien de l'ordre. Vous avez donné les modes d'intervention des forces de l'ordre aux mains des présidents d'université et du préfet. Néanmoins, est-ce que vous pourriez préciser ce qui déclenche les différentes mesures de police à la main des présidents, et notamment dans quel cas il est légitime d'interdire en amont, d'anticiper sur un éventuel trouble à l'ordre public d'une conférence. Donc une interdiction préalable, c'est toujours un peu compliqué évidemment à évaluer par anticipation. Et quelle est la ligne de partage pour vous à observer entre les événements qui sont réglés dans le cadre universitaire, qui rentrent dans le champ universitaire des conférences classiques, et ceux qui requièrent l'intervention des forces de l'ordre en amont? Deuxième question, mais vous y avez répondu en grande partie, puisque ça a été souvent relaté dans les auditions qu'ont menées les rapporteurs, c'est le manque de lien entre les dépôts de plainte ou les signalements et le retour. Quand on interrogeait les France Universités notamment, quels sont vos retours? On n'a pas de retour, on ne sait pas ce qui s'est passé suite à notre dépôt de plainte. Et c'est évidemment dans tout système qui doit mener à une sanction, si on ne sait pas ce qui se passe derrière l'action, derrière le signalement, il y a un sentiment d'impuissance. Et donc vous avez cité la plateforme Dialogue, je crois, donc, qui se met en œuvre. Est-ce que la généralisation d'une convention avec le parquet local, comme ça peut se faire dans certaines universités, est-ce que ça pourrait être de nature à fluidifier, si je puis dire, les relations et à informer les présidents d'université des suites qui sont données? Et enfin, dernière question sur la réforme des procédures disciplinaires qui sont à ce jour dans les établissements presque exclusivement conçus pour des cas de fraude. Aujourd'hui, pour les orienter vers les nouveaux constats sous l'angle de la place faite aux victimes d'antisémitisme, d'actes ou d'agressions antisémites, est-ce que vos services ont lancé des travaux sur ce sujet en lien, en concertation avec les présidents d'université pour modifier, pour changer notre fusil d'épaule, si je puis m'exprimer ainsi? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les sénateurs, donc je vais prendre les questions dans l'ordre. Donc, comment mieux, je dirais, mesurer, détecter, répondre aux actes par rapport aussi aux étudiants
comment les rendre plus visibles. Alors effectivement, je ne vais pas répéter, mais vous l'avez dit, hein, ce système national unifié que l'on est en train d'installer, on y travaille depuis mars dernier. On est en train de le tester on va le tester avec des établissements volontaires pour pouvoir le déployer au maximum pour l'année 2025 pour tous les établissements. Donc le plus vite possible, mais en tout cas au plus tard en janvier 2025. Donc c'est Dialogue, c'est cette plateforme qui pourra suivre de A à Z de façon automatique et à tous les niveaux, à la fois des actes, des décisions prises et aussi au sein de l'université des sanctions demandées. Alors, je voudrais effectivement, comme vous l'avez dit, insister sur le fait qu'avant même de signaler l'urgence ou de le voir, il faut accompagner les victimes et puis qu'elles sachent à qui s'adresser, pouvoir mieux identifier. C'est le travail qu'on a fait avec les référents. Donc effectivement, une augmentation, enfin, il y avait des référents racisme, antisémitisme et discrimination dans énormément d'universités. Le nombre a actuellement monté. Donc, on est passé, je crois, de 140 en 2020 à 222 aujourd'hui, désormais, sur tout l'ensemble du territoire. Et fortement, depuis le début de l'année, on a accompagné. Et effectivement, on a demandé de les rendre visibles. Donc, il y a des bandeaux sur tous les sites web maintenant des universités qui permet d'identifier rapidement à qui s'adresser pour un étudiant ou une étudiante qui en a besoin. Après, il faut savoir que par rapport à l'écart dont vous parliez, monsieur le sénateur, entre l'enquête et les retours que l'on a dans les établissements, il y a aussi une question de confiance sur lequel ou de savoir à qui les étudiants souhaitent s'adresser. Et c'est pour ça qu'en parallèle de cette visibilité, de ces formations dont je parlerai ensuite, on développe aussi les conventions et les liens avec des associations pour lesquelles auxquelles les étudiants s'adressent et avec qui les établissements doivent travailler main dans la main pour ensuite réorienter les étudiants, pouvoir ensuite traiter les cas, les accompagner et puis éventuellement saisir la commission disciplinaire. Donc différentes façons pour pouvoir effectivement donner l'information, aussi s'occuper de l'étudiant victime et ensuite prendre des sanctions et des mesures. Il y a vraiment les 3 étapes avec lesquelles nous travaillons avec les établissements et tout ça se trouve dans la circulaire que nous avons éditée en janvier, en plus du travail de fond que nous faisons, en particulier pour les conventions avec les associations. Sur la qualification, donc ça c'est un sujet difficile, qualification des actes. Alors il y a une partie qui est la qualification pénale, et là c'est vrai que c'est le travail de la justice, j'y reviendrai aussi puisque nous travaillons pour répondre à la question effectivement en lien avec le ministère de la Justice et nous allons travailler encore plus par rapport à certains points que vous avez évoqués. Mais c'est le travail de la justice que de confirmer, d'infirmer le caractère antisémite des troubles, mais des troubles qui doivent être signalés par les établissements, sur lequel l'établissement doit lancer soit une enquête administrative pour aussi les qualifier. On l'a vu récemment suite à ce qui s'est passé à Sciences Po, l'enquête qui a été lancée et qui va donner lieu effectivement à la saisine de la commission disciplinaire parce que certains faits ont été effectivement démontrés, mais ensuite c'est la commission disciplinaire, en parallèle du fait que l'établissement a déposé un article 40 et a saisi le procureur de la République. Donc il y a toujours deux actions à mener en parallèle, enfin toujours, ça dépend des faits, mais en tout cas l'établissement peut mener une action disciplinaire en interne et une action judiciaire à l'externe. Et donc pour effectivement, je vais continuer à solliciter le garde des Sceaux pour que nous puissions évaluer la possibilité de constituer, vous l'avez dit monsieur le sénateur, des partenariats sur l'enseignement supérieur en particulier, certains le font déjà, certains établissements, entre l'autorité judiciaire et en particulier probablement aussi les rectorats pour pouvoir avoir une vision plus globale et ou des établissements, à l'image de ce qui existe à la fois dans l'enseignement scolaire, il y a un cas particulier à Versailles par exemple, dans l'Académie de Versailles, ou bien sur certains établissements d'enseignement supérieur qui ont déjà ces conventions. Donc le généraliser et accompagner cela à travers les rectorats pour avoir des conventions et un cadre formalisé. Donc effectivement, quelque part avoir des référents dans les parquets et dans les rectorats qui puissent travailler ensemble pour suivre et affiner les signalements et suivre. Donc, monsieur le sénateur, c'est vrai que sur la partie
Liberté académique, liberté d'expression, c'est un sujet important. Donc vous l'avez différencié dans le sens qu'il est important au niveau de l'enseignant ou de l'enseignement, ou au niveau aussi de l'expression plurielle à organiser dans l'établissement. Et pour moi, cette liberté académique, cette liberté d'expression, en fait, au niveau de l'établissement, elle s'associe avec l'autonomie de l'université. Elle s'associe dans ce cadre-là. Elle est appliquée à l'enseignant et à l'enseignement, mais effectivement, elle doit être appliquée, orientée par la pluralité et la neutralité qui doit être liée à la responsabilisation, liée à l'autonomie des universités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que nous devons travailler ensemble pour avoir, non pas ce que j'appellerais des limites à la liberté, mais le cadre de la liberté, un cadre de la liberté qui ne doit, je l'ai dit, ni s'opposer à la loi, ni s'opposer à un cadre républicain, mais permettre effectivement cette expression de débat pluriel, cadrés et qui permettent de faire avancer effectivement les échanges. Donc ça, c'est des points sur lesquels nous travaillons. Je voudrais signaler que depuis plusieurs semaines, voire mois, il y a eu environ plus de 160 événements de type débat qui se sont passés dans nos universités en étant cadrés, qui se sont plutôt bien passés. Il y a eu quelques cas et que ce travail aussi, en même temps que le cadrage par le collège de déontologie et autres, est finalement en train d'être réfléchi et quelque chose dont s'emparent nos établissements. Sur le cadre, donc je prends, oui, donc sur le cadre, monsieur le sénateur Fialaire, je crois que c'était vous, sur le rapporteur, pardon, mais sur le cadre des soirées privées, je crois. Donc sur les soirées privées, les fonctionnaires, je rappelle, quel que soit d'ailleurs le cadre, les fonctionnaires sont tenus de respecter l'article 40 du Code de procédure pénale. Nous l'avons rappelé. S'ils ont connaissance d'actes, alors que ce soit dans des soirées privées pour les étudiants ou tout autre, mais en particulier avec une vigilance sur ces soirées étudiantes, d'actes délictueux criminels, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité judiciaire. Donc, a fortiori, donc, quand il s'agit de soirées étudiantes, il y a un article dans le Code de l'éducation qui prévoit de aussi pouvoir enclencher des procédures disciplinaires pour des faits entravant l'ordre, je cite, le bon fonctionnement ou la réputation de l'établissement. Donc, effectivement, savoir si nous devons faire un guide pratique ou nous avons fait une circulaire pour les référents. Nous travaillons à tout cela. Nous allons refaire un point, une réunion, un séminaire avec France Université en juin pour savoir sur quel format nous devons continuer à formaliser les choses. Est-ce que c'est un guide, des circulaires sur des points particuliers? Mais ces points qui existent, qui devront être rappelés, seront effectivement continués à formaliser pour aider les établissements à être informés, à connaître et à mieux utiliser ces différents points. Je les ai aussi fortement incités déjà à naturellement procéder au signalement sur Pharos d'actes habituels de haine en ligne que commettraient leurs étudiants et de faire connaître cette procédure aussi à tous nos personnels et à nos étudiants. Et dans ce cadre-là, nous avons parlé de formation pour l'équipe présidence et les présidents, de formation pour les responsables d'associations, donc nous y travaillons et nous les mettrons en œuvre à la rentrée, mais plus largement, les établissements sont invités à passer des conventions avec des associations pour élargir la sensibilisation et les formations de tous les étudiants et des personnels de leurs établissements. C'est des choses à grande ampleur. Donc je crois qu'il faut commencer par étapes pour être très concret, très pragmatique et d'abord former les gens qui sont en responsabilité au niveau associatif et au niveau des établissements et de leurs composantes universitaires. Sur la partie de l'harmonisation de dispositifs des heures, des référents, de la reconnaissance. Une partie est déjà dans l'harmonisation nationale du dispositif dans la circulaire du 9 janvier, où il y a une partie de ce cadrage, de la reconnaissance, de la visibilité. Dans la circulaire, nous avons valorisé, dit comment valoriser les compétences et l'action de ces personnels. Après, je rappelle que le choix du nombre d'heures, par exemple, vous aviez parlé de décharge ou autre, est au choix dans l'autonomie de l'université, comme beaucoup d'autres charges, mais nous les avons bien mis dans la circulaire comme une façon de les valoriser, de donner du temps à ces chargés de mission pour justement pouvoir contribuer fortement à cette mission. Alors, je ne suis pas favorable à la fusion
des différents référents dont vous parliez. Vous avez cité plusieurs référents, en particulier sexistes par exemple. Je pense qu'un fait sexiste n'est pas un fait antisémite. Et nous comptons aussi sur la, je dirais, professionnalisation de ces référents ou de ces chargés de mission pour pouvoir traiter l'ensemble de ces cas. Donc il y a des compétences requises puisqu'on fait des formations. Et donc si les formations, et ce sont souvent des personnels des établissements, c'est important de les avoir bien spécifiques. Donc d'ailleurs, c'est une spécificité que nous avons prévue dans les textes. La circulaire du 9 janvier interdit le cumul des fonctions de référent racisme, antisémitisme, avec par exemple celle de référent radicalisation, par exemple. Donc on souhaite en faire des experts locales thématiques. Par contre, là où nous avons clairement un effort à poursuivre et nous y travaillons, c'est le fait de coordonner l'ensemble de ces référents et de coordonner les actions. Et parfois, dans certaines universités, à l'étranger aussi, l'ensemble de ces professionnels sont regroupés dans une sorte de bureau unique, identifié, où ils peuvent partager, où ils peuvent avoir accès à des compétences juridiques. Mais chacun dans sa zone, dans sa, je dirais, couloir de compétences et de missions. Pardon, j'en étais, je regarde les questions. Voilà. Je crois que c'est Monsieur le sénateur Piednoir sur la partie doctrine, en tout cas harmonisation. Hop, je tourne. Les journées d'accueil aussi des étudiants, je voulais finir par ça. Les journées d'accueil des étudiants, effectivement, c'est un point à travailler. De plus en plus d'établissements font des journées d'accueil des étudiants en début d'année pour effectivement les former, les sensibiliser, leur faire connaître leur environnement. Ces formations et cette sensibilisation à ces sujets-là, c'est une question qui va se poser sur ces journées d'accueil. Je voudrais le dire, témoigner, ça s'est fait de façon à peu près systématique il y a plusieurs années pour les journées d'accueil des rentrants en première année en licence. Il y avait automatiquement ces présentations des référents. Donc je pense que c'est des choses à remettre d'actualité sur ces journées d'accueil au niveau des étudiants. Sur monsieur le sénateur, monsieur le rapporteur, c'est pour ça que tu souris. Donc sur la doctrine, sur le recours aux forces de l'ordre, alors je pense que si on peut appeler ça une doctrine sur le recours des forces de l'ordre, elle est très claire. Je l'ai dit dans ma présentation, il y a eu une trentaine de recours après que les responsables et les présidents aient discuté, proposé des cadres de débat aux étudiants. Il est important de faire cette démarche pour garder effectivement. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, une grande partie des étudiants sont partis et il restait un tout petit noyau dur qui ensuite a conduit à l'intervention des forces de l'ordre. Donc une fois qu'on a posé le règlement intérieur, une fois qu'on a rappelé la loi et qu'on a échangé et proposé un cadre, effectivement, le maintien de l'ordre, c'est que lorsque l'on voit que, eh bien, il y a, je dirais, une atteinte aux activités de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou un trouble à l'ordre public. Nous avons vu, et nous l'avons vu à l'étranger, qu'actuellement, ça pouvait conduire à des affrontements entre étudiants. Nous avons absolument voulu éviter cela, éviter que le conflit s'installe, que des violences, qu'elles soient verbales ou physiques, interviennent. Nous en avons eu très peu, car nous avons pris le conflit à bras-le-corps et nos responsables d'établissement ont agi en tant que responsables. Et c'est vraiment ce côté de blocage, de ne pas permettre les examens, de ne pas permettre l'accès à l'enseignement, à la recherche ou aux troubles à l'ordre public. Et pour empêcher, a priori, une conférence, un rassemblement, c'est vraiment par rapport à l'évaluation du trouble à l'ordre public. Il n'est pas question d'empêcher sur des problèmes idéologiques ou d'expression. Évidemment, si dans le titre de la conférence, il y a des termes délictueux, là, c'est, je dirais, facile et de prendre la décision, mais sinon, c'est l'évaluation du trouble à l'ordre public qui permet d'empêcher et d'interdire une conférence de se tenir. Et juste pour finir, nous avons rappelé toutes ces mesures aux présidents d'université qu'ils connaissent, et de travailler en trinôme avec le recteur, le préfet et le président d'université pour pouvoir appliquer dans un cadre donné ces mesures. Et les procédures disciplinaires, est-ce qu'il faut les adapter ou pas ?
sur les procédures disciplinaires, effectivement, les adapter. Alors, premièrement, nous avons refait un cadre de procédures disciplinaires en 2020, donc il n'y a pas si longtemps. On a redonné un cadre qui ont été réformés et qui permettent aux victimes, par exemple, d'être entendues par le rapporteur de la commission de discipline, d'être assistées dans cette démarche. Et donc, cette réforme de 2020 avait introduit la possibilité de sanctions disciplinaires avec des mesures de responsabilisation. Un petit peu, je dirais, s'inspirant des méthodes de justice restaurative qui pourraient permettre aux personnes sanctionnées, par exemple, d'avoir des activités de solidarité, que dans le cadre culturel, de formation à des fins éducatives par rapport à la personne qui a été sanctionnée. Donc, pour nous, 2020, c'était hier, en plus avec la période Covid, et donc je pense qu'il est important de regarder comment vont s'appliquer cette nouvelle norme ou cette nouvelle cadrage de sanctions disciplinaires avant de les changer trop vite. Et maintenant, comme on va avoir un suivi de ces procédures, je pense qu'il est important d'avoir une évaluation avant de trop rapidement revenir à des changements.